Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment apprendre la bienveillance envers soi-même? Quelle part l'éducation qu'on donne aux enfants peut avoir? On va poser la question à Céline Tran, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, vous le savez, on révise notre culture générale en droit et spécifiquement en matière de liberté fondamentale. Voici la question du jour. En défendant le droit à l'avortement, Simone Veil voulait-elle encourager les femmes à y recourir? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Nathalie Wolf. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, sujet des années collège aujourd'hui, le bonheur à l'école. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Céline Tran, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute et vous publiez aux éditions Odile Jacob « Apprendre la bienveillance envers soi-même ». Il y a un sous-titre « Et se libérer de ses comportements négatifs ». Si on a eu envie de vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous expliquez que cet apprentissage commence dès l'enfance et l'adolescence et qu'au cœur de nos tourments, écrivez-vous, il y a la formation de schémas inadaptés. Et je veux bien qu'on commence par là. C'est pas le début du livre, ça vient au milieu. Oui. Les 5 besoins affectifs fondamentaux identifiés par Jeffrey Young. Oui, alors, les enfants, ils ont vraiment besoin de 5 choses très importantes. Le premier besoin, c'est la sécurité affective, la stabilité et la prévisibilité. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est jeune, il a besoin d'intimité, de chaleur, de soutien, de câlin. C'est important de câliner les enfants, de leur dire qu'on les aime. Parce qu'il y a des parents, ils pensent que il faut pas dire qu'on les aime parce que ça peut les rendre faibles, ou alors ils vont faire des caprices. Donc c'est important qu'un enfant, entende vraiment je t'aime vraiment. Et ça s'appuie sur une théorie dont on a régulièrement parlé ici, qui est de John Bowlby, si je me souviens bien, qui est la théorie de l'attachement, c'est ça? Exactement. Voilà. L'attachement, c'est le lien affectif et émotionnel que l'enfant, le bébé, va développer envers son parent et vice-versa. Et comment le parent y répond. Donc, si le parent est stable et répond aux besoins, le bébé il va internaliser un lien de sécurité stable et internaliser le fait que c'est sécure. Et si on en reste sur ce point-là, on va parler des autres après, vous expliquez que ça facilite ses apprentissages, mais aussi plus tard son investissement dans les études, les voyages, les loisirs. Ça a des conséquences considérables, tout ça. Oui. Tout à fait. Si l'enfant il se sent vraiment en sécurité affective, que le parent il est là pour lui, pour répondre à ses besoins, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura plus besoin en fait de s'accrocher à son parent parce que c'est une base de sécurité à laquelle il pourra revenir à tout moment, que cette base elle est stable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir s'autoriser à explorer son environnement. Il va se sentir libre parce que derrière, il y a le parent qui va le soutenir et rester là pour lui. Un dernier point sur cette affaire d'attachement. L'enfant, écrivez-vous, a besoin d'être accepté de manière inconditionnelle pour grandir sainement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne donne pas de limites, au contraire. Et c'est même ce qui va le rassurer d'avoir des limites. Exactement, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle des limites réalistes, c'est-à-dire des limites qui sont en accord avec son âge. Aimer son enfant ne veut pas dire être laxiste. Voilà, et faire tout et n'importe quoi. Voilà, ça Il fallait quand même qu'on le souligne. Voilà. Deuxième compétence essentielle au développement, l'autonomie. Oui, alors c'est hyper important parce que un enfant il a besoin d'être autonomisé. Alors c'est un processus qui est croissant, c'est-à-dire un jeune enfant, il a besoin d'être guidé par les parents parce qu'il y a des parents qui disent non mais débrouille-toi, à 4 ans, vas-y, va réchauffer ton lait, etc. Ça s'appelle de la négligence, d'accord. Donc il faut faire attention à ne pas laisser tomber son enfant trop vite, à le guider, puis petit à petit à lui donner de l'autonomie, à l'aider à penser par soi-même. Selon son âge. Selon son âge, et lâcher. Ouais, je continue dans les piliers. La liberté d'exprimer ses émotions et ses besoins. Ouais, c'est vraiment super important aussi. Très important parce que les émotions, ça reflète l'expression des besoins. Et pour se sentir bien, on a besoin d'aller combler nos besoins. Par exemple, je vois, il y a des parents qui n'acceptent pas les colères de l'enfant ou la tristesse, et ils vont juger, j'aime pas les petits garçons, les petites filles en colère ou la tristesse, ce qui fait que l'enfant va réprimer
ses émotions. Et ces émotions, c'est très important pour vraiment, quand on est triste, on a besoin d'être consolé. Et quand on est consolé, on va mieux. Voilà, et tout ça, on verra dans quelques minutes pourquoi, si on n'a pas eu la chance de l'avoir quand on était enfant, ça peut faire beaucoup de dégâts par la suite et produire des comportements négatifs. 5e des besoins affectifs fondamentaux, la spontanéité et le jeu, c'est mon préféré. Ah oui, moi aussi, c'est l'enfant joyeux, c'est important d'être un enfant joyeux. Oui, effectivement, le jeu, c'est très important parce que le jeu, ça permet de se sociabiliser. Les enfants, ils apprennent beaucoup par le jeu. Les petits animaux jouent beaucoup. Et on apprend, donc l'enfant, il apprend en interaction avec les autres. Ça lui permet de créer, de développer son imagination. Quand les enfants jouent en groupe, c'est comme une micro-société où on va apprendre en fait à réguler ses émotions. Parce qu'un enfant qui est agressif, en colère, il va vite comprendre que les autres vont le rejeter. Eh oui. Voilà. Alors, on a pris le sujet par le positif, ce que vous faites dans le livre, et je voulais le souligner, parce que maintenant, on va parler du négatif. L'absence de tout ce dont on vient de parler peut faire émerger ce qu'on appelle des schémas de carence affective, d'abandon notamment, qu'on va retrouver au cœur des comportements négatifs. Oui, tout à fait. Donc, si l'enfant, par exemple, il a l'impression que ses parents n'ont pas donné assez d'amour, de sécurité affective, il va ressentir comme un vide affectif, ou alors il va se sentir abandonné, ou alors rejeté. Et ça va le formater, en fait, durant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Voilà, vous parlez de formatage, parce que ce que vous identifiez dans le bouquin, c'est des schémas. C'est des schémas, alors, évidemment, c'est jamais exactement la même chose pour tout le monde, mais c'est des patterns, c'est des trucs qui reviennent chez les uns et les autres. Par exemple, le schéma de méfiance. Oui, le schéma de méfiance, c'est les gens, par exemple, qui vont se méfier tout le temps des autres et qui, par défaut, dire qu'on va me tromper, abuser de moi. Et pourquoi ? Parce que enfants, ils ont eu l'expérience de trahison. Voilà, alors, ils ne font plus jamais confiance. Exactement. Autre schéma qui nous fait souffrir, le schéma de perfection, qui se nourrit d'un environnement où on a souvent été critiqué, jugé ou dévalorisé. Exactement. Des parents, on voit ça dans les familles où les parents ont des comportements critiques, où ils étaient extrêmement exigeants avec l'enfant. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien, tu nous déçois, regarde tes frères et sœurs, ils sont meilleurs que toi, regarde les autres, comment ils font, les autres, ils ont 18, toi, t'as que 14. Et donc, l'enfant, il va se sentir tout le temps imparfait. Et pour satisfaire les besoins, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver une stratégie pour faire plaisir aux parents, c'est-à-dire être perfectionniste. Et à l'âge adulte, ça nous poursuit et on est tout le temps perfectionné jusqu'à l'épuisement. Idem du manque de règles claires ou du manque d'une éducation, ou alors, pardon, non pas du manque, mais d'une éducation qui aurait été exclusivement permissive, ça aussi, ça fait beaucoup de dégâts. Exactement, ça fait des adultes qui plus tard, en fait, ont des problèmes dans la tolérance à la frustration. Ils n'arrivent pas à avoir des règles, ils n'arrivent pas à être bien insérés parce que finalement, ils n'arrivent pas à avoir un sens de l'autodiscipline. Toujours dans les facteurs graves prédictifs de comportements négatifs, il y a les traumatismes infantiles. Et là, vous évoquez, je veux bien qu'en une minute on y revienne parce qu'elle est assez célèbre, une étude américaine bien connue qui était l'étude ACE et qui montre que quand on a été traumatisé, alors on parle de traumatisme très très lourd, mais racontez-nous cette étude parce qu'il y a une vidéo d'ailleurs c'est une étude qui montre ça sur Internet qu'on peut voir. Oui, c'est une étude qui a apporté sur une cohorte de, je crois, 20 000 patients ou 23 000 patients dans une clinique qui venait pour des questions, je pense, de morbidité, de surpoids. Et les enquêteurs ont retrouvé des facteurs graves durant l'enfance. C'était, par exemple, avoir été victime de maltraitance. C'est ça. Maltraitance sexuelle, physique, émotionnelle, d'abus, a eu des parents négligents, des parents qui ont souffert de maladies mentales. Et ACE, c'est Adverse Childhood Experience. Oui. Voilà. Et la vidéo à laquelle je pensais, en fait, elle était dans une prison où là, 100% des détenus, quand ils finissaient par raconter en groupe leurs enfances, ça donnait des choses absolument terrifiantes. Apprendre la bienveillance envers soi-même et se libérer de ces comportements négatifs, c'est chez Odile Jacob, c'est signé du docteur Céline Tran avec une préface du professeur Bernard Granger. Vous restez avec nous ? Oui. On va apprendre la bienveillance envers nous-mêmes. Si on ne sait pas répondre aux questions auxquelles répond Nathalie Volk, qui sait plein de trucs, moi je ne sais pas du tout. L'anti-sèche.
Question du jour dans l'Anti-Sèche. En défendant le droit à l'avortement, Simone Veil voulait-elle encourager les femmes à y recourir? Nathalie Voff, bonjour. Bonjour Emmanuel. Maître de conférence à l'Université Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, co-autrice avec Laura El-Maki du livre Des hommes, des femmes, nos libertés, qui est sorti chez Dalloz avec de très belles illustrations signées Elsa Auriol et Pancho. C'est préfacé par Dominique Simoneau. On rentre depuis le début de la semaine souvent par des personnages ou des personnages historiques dans nos questions, comme Simone Veil aujourd'hui, puisqu'il y a aussi beaucoup de récits. C'est super vivant en fait comme livre, voilà, je le dis avec des mots simples. Donc, Simone Veil, est-ce qu'elle voulait encourager les femmes ? Les femmes à recourir à l'IVG. Alors, encourager, c'est peut-être pas l'objectif de Simone Veil quand elle prononce son magnifique discours en 1974 à l'Assemblée nationale, devant une assemblée composée de 95% d'hommes, donc avec beaucoup de courage. Elle n'est pas là pour encourager l'avortement, mais elle est là pour le légaliser. Voilà. On est à une époque où il y a quand même 300 000 avortements clandestins qui sont réalisés chaque année, et par des femmes qui sont dans une grande situation de détresse, et ensuite avec des conséquences qui peuvent être dramatiques sur le plan familial et autres, et sur le plan de la santé. Le plan de la santé, puis on en meurt. Je vais quand même donner la phrase complète que j'ai lue dans votre livre de ce discours. C'est pourquoi, dit-elle à la fin, Simone Veil, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, donc ces fameuses 300 000 avortements clandestins en France, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Donc, en tout cas, alors on peut faire l'hypothèse qu'elle le dit comme ça, parce que les vents sont quand même très contraires. Il y a un petit côté de ruse politique en le formulant comme ça, mais en tout cas, on ne peut pas du tout lui dire qu'elle voulait l'encourager. Non, parce que d'ailleurs, voilà, dans la loi qu'elle porte, et telle qu'ensuite la loi va être rédigée, il est bien inscrit que le recours à l'IVG se fait par exception. C'est une exception, ça doit rester l'ultime recours, et les femmes le font lorsqu'elles se trouvent dans une situation de détresse. C'est ça que nous dit le texte, la situation de détresse qui va ensuite évoluer, puisque ensuite, bien plus tard, plusieurs décennies plus tard, en 2014, avec la loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, oui, c'est ça, eh bien, on va modifier cette formulation et on va supprimer la condition de détresse. C'est une femme qui souhaite recourir à l'avortement. Simone Veil, on la croise dans votre livre, dans le chapitre consacré à la liberté de disposer de son corps, et vous expliquez, alors le corps, quand on n'y a pas réfléchi, on se dit, c'est pas, je sais pas, vous êtes docteur, le corps c'est pas compliqué, c'est le corps, mais non, en fait, juridiquement, c'est super dur à définir. Pourquoi ? Oui, c'est très dur, cette enveloppe charnelle, pour le juriste, elle est très dure à définir, parce que nous, les juristes, on a deux catégories, voilà, c'est toujours deux parties. C'est les plans de parties, les juristes. Voilà, c'est ça. Donc c'est soit les personnes, soit les choses. Et le corps, les philosophes comme les juristes ne cessent de trébucher sur cette notion qui est extrêmement difficile, qui renvoie aussi à la théologie, qui renvoie à la religion, qui renvoie à la médecine. Donc on a une difficulté à le définir, mais en revanche, ce qu'a fait le droit, c'est qu'il a poser des limites à la façon dont on utilise son propre corps ou dont on peut utiliser le corps de l'autre. Et ça, le droit le fait. Il le fait depuis 1983. Il a posé des limites, notamment pour répondre aux problèmes moraux que pose l'évolution de la médecine, de la biologie, de la santé. Et le droit, c'est dans le Code civil. Dès qu'on ouvre le Code civil, article 16, donc dès le début du Code civil, on trouve des principes. Le statut du corps humain, on doit le respecter. Il est inviolable. On ne peut pas en disposer comme on veut et on ne peut pas en faire commerce. C'est pour ça que là, par exemple, sur la PMA, c'est pour ça qu'il y a tous ces débats notamment. Exactement, la GPA, par exemple, la gestation pour autrui, elle est interdite. C'est une interdiction d'ordre public. Revenons sur l'histoire de l'avortement. L'avortement qui était devenu un crime en 1556. Oui. Donc quand même, Simone Veil, elle... C'est ça, ça a été un crime. Quelques siècles d'histoire à renverser. Oui, c'est ça. C'est une histoire très difficile, très douloureuse pour les femmes. Ça a été un crime. Ensuite, c'est devenu un délit au début du XXe siècle. C'est intéressant d'ailleurs parce que, alors on se dit tiens, c'était un crime, ça devient un délit, donc ça va être plus souple. Bah oui. Pas du tout. Parce que quand on a un crime, vous savez, on est jugé devant une cour d'assises, donc avec un jury populaire. Et les jurys populaires au début du XXe siècle, étaient assez rendaient des décisions qui étaient assez clémentes et ne voulaient pas tellement condamner les femmes. Donc, qu'a fait le législateur ? Après la Première Guerre mondiale, on a une politique nataliste. Il faut bien comprendre aussi qu'on est, il y a eu beaucoup de morts, etc. Des enfants, absolument. Et donc, on va dire, on va transformer ce crime en délit. Comme ça, il sera jugé par des professionnels et on est sûr qu'ils seront suffisamment sévères. Wow. Voilà, et Simone Veil... Mieux vaut un délit sanctionné qu'un crime... Voilà. C'est ça ? Exactement, tout super, à fait. Les jurys, j'adore. Et donc, Simone Veil va dépénaliser l'IVG. Et quand on regarde l'évolution
l'éducation, c'est extraordinaire parce que là, sur les 50 dernières années, on n'a fait que renforcer la liberté de recourir à l'IVG, puisque aujourd'hui, elle est inscrite dans la Constitution. Absolument. À l'inverse d'autres États, comme les États-Unis, qui ont le chemin inverse. Il y avait quand même une petite étape intéressante, c'était 1982, je crois que c'était Yvette Roudy. Oui. Le remboursement par l'assurance maladie de l'IVG, ce qui n'avait pas été rien non plus. Et cette question du statut du corps, de la liberté de disposer de son corps, qui est en permanence dans l'actualité, notamment autour d'ailleurs de la question du consentement, notion qui est aussi au cœur du droit des contrats. Très si je me souviens bien, on avait fait une petite émission là-dessus. Et tout étonné quand je sais un truc en droit, Nathalie. Ah tiens, c'est une maître de conférence à l'université Versailles Saint-Quentin, Paris-Saclay, co-autrice avec le Ramaki de ce livre des hommes, des femmes, nos libertés. C'est chez Dalloz, avec les belles illustrations d'Elsa Auriol et de Poncho. On se retrouve demain ? Avec joie. Vous allez voir, je vais réviser comme un dingue. A-t-on le droit de se moquer d'une religion ? Tiens, on y avait déjà répondu dans cette émission et avec Nathalie Wolf il y a quelques mois, si vous avez de la mémoire. On retrouve Céline Tran. Grand oral, la suite. Céline Tran, dans votre livre, à vous, qui est Apprendre la bienveillance envers soi-même, vous identifiez des sources de stress au début et qui sont très nombreuses. Nos réactions aussi, elles dépendent de ces fameux schémas internes dont on a parlé. Alors, il y en a 18. On ne va pas lister les 18, mais il y a quand même des grandes catégories. Oui. La première, c'est tout ce qui a trait à la séparation et au rejet. Quand on en a souffert... Eh bien, on peut souffrir effectivement de carences affectives, c'est-à-dire l'impression qu'il nous manque d'amour. En fait, il y a un gouffre, on se sent seul, que personne ne peut nous aimer. Vous avez le schéma d'abandon, c'est-à-dire les gens qui se sentent tout le temps abandonnés, on va les abandonner, ils guettent l'abandon, que voilà, la vie tourne autour de l'abandon, et notamment des relations affectives. Vous avez aussi le schéma d'imperfection, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment imparfait, indigne d'être considéré, il y a un truc qui cloche en nous, on est défaillant. Et puis vous avez le schéma de méfiance, c'est-à-dire que par défaut, les gens vont abuser, nous tromper, nous faire du mal. Ces schémas, alors on ne va pas tous les lister, mais il y en a aussi toute une série au chapitre du manque d'autonomie, au chapitre du manque de contrôle et de limite, à l'opposé, qui est l'excès de contrôle et de limite. Il y a aussi la question de l'orientation vers les autres. Et tout ça, et c'est ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'on y répond de plein de façons, soumission ou inhibition, éventuellement surcompensation. On a plein de façons de réagir à ces sources de stress quand on n'arrive pas vraiment à les métaboliser. Tout à fait. Alors, on a plusieurs grandes catégories. Face à ce genre de schéma, on peut développer ce qu'on appelle des stratégies inadaptées qui font qu'on va souffrir, on va saboter notre vie. Alors, on a, par exemple, la stratégie qui est l'assujettissement. Je me soumets. Imaginons que j'ai quelqu'un qui a un schéma d'abandon. J'ai très, très peur d'être abandonné. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas que mon conjoint me quitte ? Je vais être tout le temps d'accord avec lui, par exemple. Donc, ce sont des gens qui vont être très conciliants, très... Mais qui le vivront mal. Ah oui, tout le temps. Parce qu'on a le droit d'être conciliant en le vivant bien. Tout à fait, non, pas du tout. Ils disent oui au lieu de dire non. Enfin, ils font tout le temps plaisir aux autres. C'est ce qu'on appelle les gens qui ont le syndrome du caméléon. Ils ne savent pas trop qui ils sont et donc ils ne sont pas du tout connectés à leurs besoins. Et puis après, vous avez des gens qui vont, par exemple, éviter. On va éviter parce qu'on a peur qu'on nous trompe. Eh bien, on va éviter les relations. On a peur d'être rejeté. On va se mettre à l'écart. Donc, c'est des stratégies d'évitement. On va aussi bloquer nos émotions, se forger une grosse carapace qui va faire que, en fait, on va rien ressentir, on va s'éloigner des autres. Et puis, vous avez la contre-attaque, c'est-à-dire des gens qui vont faire l'excès contraire, par exemple. Au lieu d'être assujetti, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être en colère, je vais contrôler mon partenaire, j'ai peur qu'il m'abandonne. Au lieu de lui dire d'accord, tout ce que tu veux, je vais dire mais t'es où ? Qu'est-ce que t'as fait ? Avec qui ? Le refus systématique. En fait, ce sont les attitudes très marquées qui signalent qu'il y a un problème. Tout à fait excessif. Voilà, c'est l'excès et la répétition, j'imagine, qui marque le problème. Certaines réactions sont aussi à double tranchant. Je me suis arrêté dans votre livre sur le passage sur le narcissisme, parce que le narcissisme, c'est plutôt un défaut, mais si on n'a pas du tout de narcissisme, ça n'a pas non plus. Alors, le narcissisme, c'est quand même une bonne chose parce que c'est la base de l'estime de soi. C'est ça. Mais des gens, ce qui est pathologique et inadapté, c'est les gens qui sont dans l'hyper-narcissisme. C'est moi, je. Et le problème dans ce cas-là, c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout prendre en considération les besoins d'autrui. Et tout ce qu'ils font, c'est peut-être se servir des autres pour se rehausser.
Alors, on a commencé par tout ce qu'on pouvait essayer de donner à nos enfants quand ils étaient petits pour essayer de les sécuriser, de faire en sorte qu'ils n'aient pas de comportement négatif. On a décrit ces comportements négatifs et les réactions qui peuvent arriver à celles et ceux qui n'ont pas été confortés comme il le fallait quand ils étaient petits. Je voudrais qu'on termine maintenant avec un certain nombre de solutions. Il y en a une notamment à laquelle vous êtes très attachés, c'est la méditation et notamment dans la variante méditation de pleine conscience. Oui. Moi, je pense que c'est important parce que la méditation permet de calmer nos émotions difficiles. Parce que lorsque on est en proie à des émotions, on peut avoir des réactions inadaptées pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est-à-dire, si on est en colère, on peut, par exemple, crier sur nos enfants, déraper, dire « oh, t'es stupide, t'es maladroit », etc. Donc, la méditation permet de faire un pas en arrière et d'accepter nos émotions et de prendre du recul par rapport à nos schémas et s'en sortir. Il n'y a pas de secret, il va falloir s'entraîner. Vous proposez d'ailleurs plein d'exercices dans le livre. On peut tisser aussi un petit dialogue avec notre critique intérieure, dites-vous. Donc le critique intérieur, si je résume, c'est un peu Jiminy Cricket, mais pas sympa. Exactement, vraiment pas sympa voilà. du tout. Pas du tout. Donc cette critique intérieure, eh bien, en fait, c'est un dialogue intérieur qui est pas très sympa, qui peut nous critiquer, nous donner trop d'ordre, d'exigences, et ça nous fatigue, ça nous stresse, et c'est important de prendre du recul avec cette partie-là de nous, et notamment par la méditation. Voilà, mais vous dites quand même, c'est un peu comme au judo ou à l'aïkido, qu'on peut retourner la force de l'adversaire contre lui-même et qu'on peut utiliser notre critique intérieure pour critiquer les autres. Ça devient un allié, si je vous ai bien lu. Alors, on peut essayer. Alors après, la critique intérieure, elle n'est pas si mal parce que ça nous permet de se remettre en cause, de se remettre droit dans les bottes, etc. Et on peut l'utiliser peut-être pour voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas chez nous et changer surtout plutôt que se dire qu'on est nul, qu'on est mauvais. Donc la critique, elle n'est pas si mal à condition de progresser et qu'elle ne soit pas non plus trop forte, trop tyrannique. Pour un critique sympa, quoi. Voilà, sympa, qui nous aide, qui nous remet un petit peu en question. Je veux bien un mot encore, Céline Tran, sur une thérapie qu'on a déjà abordée sur ce plateau, la semaine dernière d'ailleurs, qui est l'ACT, mais on peut peut-être en dire un petit mot parce que vous y semblez attaché également. Oui, j'aime beaucoup l'ACT, c'est une thérapie qui... On va redire ce que sont ces lettres d'ailleurs, ACT. Oui, c'est la thérapie de l'acceptation de l'engagement en français. Voilà. Et elle dit que pourquoi on souffre autant dans la vie, c'est parce qu'on passe beaucoup de temps à éviter nos émotions, notamment douloureuses. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va accepter les choses, les émotions douloureuses, la tristesse, la colère, tout ça, parce que ça fait partie de la vie et que ça ne nous empêche pas d'aller vers une vie qui soit conforme à nos valeurs, plutôt qu'éviter nos émotions. Allez, on termine avec un enfant que vous nous invitez à retrouver, c'est notre enfant intérieur et vous nous invitez à dialoguer avec lui. Oui, tout à fait. C'est pas le même que Jiminy Cricket, c'est une fois qu'on a fait la peau à Jiminy Cricket, enfin le méchant, parce que le gentil il est sympa, mais bon. Oui, je crois que c'est important vraiment de prendre soin de notre enfant intérieur et faire en sorte que si on a un enfant intérieur blessé, qu'il devienne un enfant joyeux. Docteur Céline Tran, apprendre la bienveillance envers soi-même et se libérer de ses comportements négatifs, c'est chez Odile Jacob. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne. Merci pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Nathalie, merci également de continuer à nous instruire sur les libertés fondamentales sur ce plateau et évidemment dans ce livre des hommes, des femmes, nos libertés. On retrouve maintenant, comme chaque semaine, Amélie Paris. C'est l'heure des années collège. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec vous qui êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e en REP+. Et on parle de la semaine du bonheur. C'était du 17 au 23 mars dernier et vous allez nous raconter cette initiative sur le vivre ensemble en général. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est très bien passé. Et donc cette semaine, elle existe depuis 2020. C'est à l'initiative du laboratoire Bonheur de Cergy Université. Et donc on célèbre le bonheur d'apprendre, le bonheur d'enseigner, le bonheur de vivre ensemble et donc du vivre ensemble. Alors cette semaine qui doit évidemment dépasser le cadre de la simple semaine. Oui, elle vise aussi à rappeler que l'école doit rester pour les élèves un espace sécurisant. Ils acquièrent des savoirs scolaires comme lire, écrire, compter, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir qui leur permettront de se construire et de s'émanciper.
C'est aussi ce que souhaitait Michel Develay, que vous aimez beaucoup. Oui, oui. Professeur de sciences de l'éducation à Lyon 2, il dirige le centre de recherche en sciences de l'éducation. Exactement, oui. Alors pour lui, enfin, il disait au début des années 2000, l'école est un lieu où l'on apprend ensemble à vivre ensemble. Donc parallèlement à la transmission des savoirs scolaires, l'école doit aussi accompagner les élèves dans leur connaissance de soi pour mieux vivre ensemble. Et donc on est dans ces fameuses compétences psychosociales. Mais oui, dont ce qui est on le parle français beaucoup. Pour soft skills. Oui, exactement. Voilà. Compétences psychosociales, c'est quoi d'abord? Alors, c'est les compétences émotionnelles, c'est les compétences relationnelles et sociales, et ce sont les compétences cognitives. Et donc, c'est apprendre à comprendre ses émotions, apprendre à les réguler, à se maîtriser, apprendre à raisonner, mais aussi apprendre à communiquer et comprendre que l'autre peut penser différemment. Et donc, toutes ces compétences, elles sont vraiment fondamentales, elles sont essentielles, et elles doivent être développées dans les établissements scolaires. Et vous, ça, vous ne le faites pas seulement pendant la semaine du bonheur, puisque depuis l'année dernière, vous animez au sein du collège un atelier, un cours même de développement de ces compétences psychosociales. Oui, alors au début, c'était une expérimentation avec une seule classe de 6e sur les 5 que nous avions. Et puis devant le bienfait constaté, tous les bienfaits constatés, on a décidé de l'élargir à toutes les classes de 6e. Et donc cette année, nous sommes 8 enseignants à avoir été formés. Tous les cours ont lieu au CDI en demi-groupe. Le CDI qui est comme ça identifié comme lieu de bien-être. Et donc on y aborde les compétences, comme je le disais, émotionnelles, relationnelles et cognitives. Il faut dire, c'est un chouette CD, il y a même un jardin. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient. Et des fauteuils d'écoute. Pour revenir sur cette semaine du bonheur à l'école, vous veniez de parler d'expérimentation à l'instant. C'est un temps d'expérimentation pour les enseignantes et les enseignants aussi. Oui. Alors elle est évidemment ouverte à tous et seul compte l'envie d'y participer. Alors elle peut être l'occasion aussi d'élèves au sein du CVC, donc du Conseil de la vie collégienne, sur le bien-être à l'école ou plus largement sur des questions qui intéressent les élèves. Ça peut aussi être un temps de réflexion entre les élèves et les enseignants ou entre les élèves et les assistants d'éducation sur leur projet de vie. Alors même s'ils sont encore petits, mais c'est intéressant de parler avec eux, de voir ce qu'ils veulent. C'est important qu'ils se sentent écoutés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans l'atelier de développement des compétences psychosociales. Ils aiment qu'on les écoute, ils aiment pouvoir s'exprimer. Cette semaine peut aussi être l'occasion d'aménager des espaces communs, de mener des actions solidaires et écologiques ou encore de renforcer des alliances éducatives avec les parents. Et il y a d'ailleurs eu un café des parents en cette semaine-là qui a eu lieu évidemment au CDI. Donc, il faut tout faire dans ce temps-là. Non, on a fait un café. C'est ça. Et puis après, chaque enseignant fait ce qu'il veut. Vous pouvez étendre le cadre, c'est ça l'idée. Oui. Et puis il y a eu un café des parents cette semaine-là. Donc voilà. Mais comme je le disais, il faut vraiment que ça dépasse le cadre cette semaine. Il faut savoir que l'association Scolavi propose beaucoup d'outils basés sur les apports de la recherche. Ils sont en téléchargement libre et ils sont très très intéressants. On termine avec une petite citation sur le bonheur à l'école. C'est quoi ? Oui, je vais reprendre la citation de Séverine Collinet, chercheuse elle aussi en sciences de l'éducation. Alors le bonheur n'est pas un bien personnel, c'est un bien à construire ensemble. Il est d'ordre social et relationnel. Et j'ai envie d'ajouter que c'est quand même le bonheur d'aller à l'école et d'y revenir. C'est tellement beau. Ce sera le mot de la fin. Ah ouais, je ne sais plus quoi dire. Amélie, ici, je peux dire merci. Amélie, merci beaucoup. C'est un bonheur de vous avoir dans cette émission et sur cette chaîne. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. C'est aussi un bonheur d'avoir toute cette formidable équipe. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec et Dylan Colère, à la préparation et puis en régie. Au son, Saïd Mamou, à la réalisation, Théo Boscar. Vous restez sur School TV. Vous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.